Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous voyons aujourd'hui l'autorité des éducateurs. Nous avions vu que l'éducation, c'est l'œuvre des éducateurs, et pour mener une œuvre à son achèvement, pour en être vraiment l'auteur, il faut l'autorité. Donc, étudier l'action comporte d'abord d'étudier l'exercice de l'autorité des éducateurs. Alors, l'unique raison d'être et le fondement de l'autorité des éducateurs, c'est le complet développement humain de l'enfant à réaliser. Les éducateurs peuvent et doivent imposer à l'enfant tout ce qui est nécessaire pour son bien humain. Mais si l'autorité des éducateurs leur est ainsi donnée pour le vrai bien humain de l'enfant, elle ne leur est pas donnée pour leur avantage, pour leur commodité, pour leur agrément à eux, éducateurs, et l'enfant ne doit pas être pour eux un jouet familial. Un jouet familial dont on s'amuse à certaines heures, dont on se débarrasse à d'autres quand il devient gênant. Et encore moins, un instrument dont on se sert. Donc l'autorité des éducateurs, elle doit être tout entière au service du bien humain de l'enfant, dans un dévouement total à ce bien, et elle n'a pas à diriger l'enfant pour autre chose que pour son propre bien. Et dans le cas où elle s'exercerait contre ce bien, eh bien, elle perdrait par le fait même sa raison d'être, son fondement, sa valeur, sa légitimité. Alors, comme on l'a montré, pour toute autorité, l'autorité des éducateurs n'existe qu'en se faisant obéir, c'est-à-dire en éduquant l'enfant à lui obéir. Et comme toute autorité temporelle, l'autorité des éducateurs va s'exercer au fort externe et non pas au fort interne. Quand l'enfant arrive à l'âge d'avoir une vie de conscience personnelle, ce qui relève de cette conscience personnelle, comme la pratique des sacrements, le choix d'un confesseur ou d'un guide spirituel, la décision d'une vocation sacerdotale ou religieuse, ou d'un mariage, ou même d'une vocation professionnelle, cela ne relève pas de l'autorité des éducateurs. On peut évidemment donner des conseils. L'autorité des parents doit s'exercer dans l'accord entre eux, et tout désaccord, on sait que tout désaccord entre les parents ruine leur autorité. Si l'enfant s'aperçoit, et il est très malin pour s'en apercevoir, si l'enfant s'aperçoit qu'on obtient de l'un des parents ce que l'autre refuse, eh bien, leur autorité est détruite. Que les parents se mettent donc d'accord quand l'enfant n'est pas là, et que devant lui, leur autorité ne fasse qu'un seul bloc indissociable. Il en est de même à l'école, où l'autorité des éducateurs doit aussi s'exercer dans l'accord entre eux. Cette autorité des éducateurs doit toujours s'exercer aussi dans le calme et le sang-froid, et jamais dans la colère.
un commandement, un reproche, une punition donnée dans la colère n'auront en général aucune portée. Et plus le blâme ou la punition doivent être sévères, plus il est nécessaire qu'ils soient donnés dans le calme et le sang-froid, parce que l'autorité qui se met en colère se ruine elle-même. D'abord, elle donne par là le mauvais exemple, ce mauvais exemple de la colère. Et on a déjà dit que l'action éducatrice comporte d'abord l'attitude et l'exemple, avant les admonestations et les punitions. Mais surtout, la colère enlève à l'autorité la lucidité, la maîtrise de soi, toutes choses qui sont nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de cause et avec fermeté. Il faut d'abord être lucide sur la nature et la gravité de la faute, parce que toute injustice révolte l'enfant. Le reproche doit être énoncé, certes, mais calmement, pour être énoncé en termes clairs et précis, que l'enfant comprendra bien, parce qu'un reproche qui n'est pas compris est souvent sans aucune portée. Mais il faut surtout la lucidité et le sang-froid, qui en est la condition pour le choix de la punition quand il y a lieu de punir. On a souvent dit aujourd'hui que les punitions sont psychologiquement nocives à l'enfant. Ça, c'est la grande mode. Or, ce serait une erreur grave de prétendre supprimer les punitions parce qu'elles sont, dans bien des cas, le seul moyen d'aider la volonté faible de l'enfant à résister à la tentation. Mais, cependant, il est vrai que des punitions mal choisies peuvent être nocives, et gravement nocives, et que seules des punitions bien choisies sont éducatrices, d'où la très grande importance de bien choisir. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur cette question du choix des punitions. La punition doit être juste, donc elle doit être adaptée et proportionnée à la faute, parce que toute injustice révoltera l'enfant. Ensuite, deuxième point, la punition doit être adaptée à l'enfant. Il n'y a pas deux enfants qu'il faille punir de la même manière. Exemple, un enfant qui est très sensible, émotif, affectueux, peut être blessé, buté, révolté profondément par un châtiment corporel. Alors que le priver de dessert ou le laisser s'endormir sans lui dire bonsoir et sans l'embrasser suffirait à le punir sévèrement. Tandis que pour certains tempéraments, des tempéraments plus durs, brutaux, indifférents, eh bien là, des châtiments corporels peuvent être nécessaires. Ensuite, troisième point, la punition doit être efficace. Et pour cela, elle doit être crainte. Sinon, elle ne sert à rien et l'enfant s'habitue à être indéfiniment puni. Par exemple, une privation de promenade ne privera pas l'enfant qui n'a pas envie d'aller en promenade. Mais si la punition doit être effectivement crainte, elle ne doit pas pour autant terroriser, parce que tout ce qui terrorise l'enfant lui est psychologiquement nocif. Alors là, il y aurait une grave erreur psychologique à confondre la crainte, qui peut être saine et éducatrice, avec la terreur, qui est toujours malsaine. Donc tout ce qui terrorise peut provoquer chez l'enfant des angoisses inconscientes, profondes, d'où pourraient résulter de nombreux troubles.
On voit donc quelle lucidité il faut pour doser la punition de façon qu'elle soit crainte sans pour autant terroriser. Quatrième point, la punition doit être réparatrice. Par exemple, un travail supplémentaire bien choisi pour une faute de paresse ou de négligence ou de manque de soins, une privation pour une faute de gourmandise, une humiliation pour une faute d'orgueil, d'amour-propre, de vanité, de jactance. Donc la punition, elle doit être réparatrice. Et par là, on forme aussi la conscience. Et par là, elle est constructrice, elle est éducatrice. La meilleure punition, c'est celle qui demande à l'enfant un effet formateur de maîtrise de soi, qui demande à l'enfant un effet formateur de maîtrise de soi. Il faut en tout cas éviter toujours les punitions négatives et destructrices. Et surtout les punitions qui sont bêtes, qui vont ridiculiser l'autorité. Par exemple, un travail inutile. La colère a aussi bien d'autres inconvénients. Donc, elle enlève à l'autorité la présence d'esprit nécessaire pour faire face avec calme et sang-froid aux réactions imprévues de l'enfant. Elle risque de terroriser l'enfant, et tout ce qui terrorise l'enfant, on l'a vu, peut lui être nocif. Mais le plus grave, c'est qu'elle peut donner à l'enfant l'impression parfois d'une hostilité contre lui. Exemple, un professeur ne pourra plus jamais faire un bien quelconque à des élèves qui ont l'impression d'une hostilité de ce professeur contre eux, ou même simplement qu'il se défend contre eux. Un reproche et une punition, donc, n'ont de portée et de valeur éducatrice que dans la mesure où l'enfant sait qu'on agit pour son bien, et par conséquent qu'on agit par amour pour lui. On pense par exemple au cas de cette mère remarquable éducatrice qui, devant punir un enfant très sévèrement pour une faute grave, a commencé par lui dire « Parce que je t'aime beaucoup, je te punirai très sévèrement ». Ça, c'est de grande importance, parce que toutes les critiques qui sont faites si souvent aujourd'hui contre les punitions, contre la fessée par exemple, sont entièrement justifiées s'il s'agit de punitions qui marquent une hostilité contre l'enfant. Donc c'est pour ça que la punition n'est éducatrice que donnée pour le bien de l'enfant, donc par amour pour lui. C'est son bien que l'on veut. Donc un amour lucide et fort, qui veut le vrai bien de l'enfant, bien le punira quand il le mérite, parce qu'il le faut pour son bien. Il y a au contraire une déficience d'amour authentique et réaliste dans le sentimentalisme égoïste de parents qui, pour ne pas se faire de peine à eux-mêmes, n'ont pas la force d'âme de punir l'enfant quand il le faut pour son bien. Donc des mères qui assurent une présence constante auprès de nombreux enfants objectent que dans un moment de fatigue nerveuse, un mouvement de colère est toujours possible. Alors oui, celui-ci peut-être n'est excusable que s'il est très passager. Et il faut alors attendre que le mouvement de colère soit passé pour décider de la punition à donner à l'enfant. Par exemple, comme châtiment corporel, la fessée vaudra toujours mieux que la gifle, parce que la gifle part dans un mouvement de colère en général, sans qu'on ait eu le temps de réfléchir. Tandis que pour la fessée, il faut le temps de déculotter l'enfant, et cela donnera le temps du retour au calme et peut-être de la réflexion. Alors, l'autorité des éducateurs doit toujours s'exercer aussi en donnant l'exemple.
comme on l'a signalé à propos de la colère. Il est impossible d'obtenir des autres ce dont on ne donne pas soi-même l'exemple. On m'avait cité un exemple d'une personne qui avait vu à Saint-Nicolas, en face de lui pendant la messe, en face d'elle pendant la messe, l'enfant commence à râler et demande un gâteau. Donc sa mère lui donne un gâteau. Et puis quand le gâteau est fini, il râle 2 fois plus. Et sa mère lui dit « j'en ai plus ». Donc il râle 3 fois plus, 4 fois plus, et là la mère sort un gâteau. Donc, conclusion, comment apprendre à l'enfant à mentir? Donc c'est un exemple, donc le mensonge. On ne peut pas corriger un enfant du mensonge si on ment devant lui et si on le fait mentir même. Il y a des parents qui vont jusqu'à faire dire à quelqu'un par l'enfant quelque chose qu'il sait être un mensonge. Alors comment peut-il comprendre ensuite qu'on le blâme et qu'on le punisse quand il ment? Il y a donc un devoir strict et sans exception de ne jamais mentir à l'enfant, parce que lui mentir, c'est à la fois lui donner l'exemple du mensonge et ruiner sa confiance dans ce qu'on lui dit. Le pire étant évidemment les mensonges qui terrorisent l'enfant en le menaçant de dangers imaginaires, le loup qui va venir, la méchante fée ou le croque-mitaine par exemple. Donc à toute question de l'enfant, il faut répondre quelque chose de vrai. D'abord répondre, pour ne jamais laisser une curiosité, je ne parle pas d'une curiosité mal placée, mais pour laisser une curiosité insatisfaite. Sauf, encore une fois, s'il s'agit d'une curiosité indiscrète, mais il faudrait alors faire comprendre à l'enfant pourquoi elle est indiscrète. Et puis répondre quelque chose de vrai pour ne jamais mentir. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faille répondre tout ce qu'on peut dire de vrai sur la question. Parce qu'il y a des choses qu'il faut taire, parce qu'elles dépassent la maturité de l'enfant et la portée même de sa curiosité, mais il faut que tout ce que l'on répond soit vrai, pour autant. Si l'on prend par exemple, et ça c'est courant, les inévitables questions sur la manière dont les petits-enfants viennent au monde, eh bien là, il y a 2 erreurs opposées à éviter. La première, c'est de répondre par un mensonge en disant qu'on les trouve dans les choux ou qu'ils sont apportés par les cigognes, ou de refuser de répondre en laissant insatisfaite une curiosité qui, dans ce cas, pourrait devenir une source de trouble. Et puis la deuxième erreur, c'est, dès la première question de l'enfant, de lui faire un cours complet d'anatomie, de physiologie, de la sexualité, qui va évidemment dépasser sa maturité, que sa curiosité ne demande pas et qui va occasionner des troubles. Alors, quelle est la solution? La solution est donc, à chaque question, de répondre quelque chose de vrai, mais de limiter à l'étendue de la question posée. Par exemple, à la toute première question, quand l'enfant est petit, on pourrait répondre qu'il y a dans le corps de la maman un petit berceau dans lequel l'enfant repose avant sa naissance. Ce n'est pas un mensonge. Et d'en dire davantage au fur et à mesure que les questions se feront plus précises, peut-être avec l'âge. Donc l'autorité, un autre point, l'autorité des éducateurs, dont toute la raison d'être est l'éducation à réaliser, elle cesse quand l'éducation est terminée, c'est-à-dire quand l'enfant est parvenu à son complet développement d'adulte. Alors là, l'enfant qui est devenu adulte, il doit respect, reconnaissance, affection à ses parents. Et il est très souhaitable que ceux-ci sachent garder sa confiance, mais il ne leur doit plus obéissance. Sauf, bien entendu, dans le cas d'un adulte
sauf en ce qui concerne la conduite de la maison paternelle, s'il continue à habiter avec ses parents, évidemment. Et les parents ne doivent pas s'en plaindre, mais y trouver au contraire la satisfaction, la joie de leur œuvre réussie, puisque leur autorité éducatrice avait pour but de conduire l'enfant à devenir un adulte capable de se diriger lui-même. Alors, bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain que va cesser brusquement l'autorité des éducateurs. Entre l'enfance, où cette autorité est totale, parce que l'enfant n'est en rien capable de se diriger lui-même, entre cette enfance et l'âge adulte, où l'on vient de dire qu'elle a cessé, il y a évidemment une période de transition, qui est l'adolescence. Adolescence pendant laquelle elle doit diminuer progressivement, en se maintenant autant qu'il le faut pour le bien de l'adolescent, c'est-à-dire dans tous les domaines où il n'est pas encore capable de se diriger lui-même, et dans les domaines où il a encore à recevoir de ses éducateurs, mais en laissant peu à peu l'adolescent, selon le besoin naturel et légitime qui caractérise son âge, faire l'apprentissage. De quoi ? De sa liberté et d'une certaine indépendance, dont il ne sera vraiment capable d'user quand il sera adulte que s'il en aura fait l'apprentissage pendant l'adolescence. Au fur et à mesure que, dans tel ou tel domaine, il devient capable de se diriger lui-même. Alors, ce qui apparaît nettement, dès maintenant, à propos de l'autorité des éducateurs, c'est qu'à chaque moment de l'adolescence, à chaque moment, parce que l'adolescent est en évolution, en développement constant, donc à chaque moment de l'adolescence, les éducateurs doivent discerner dans quel domaine ils doivent, pour le bien de l'adolescent, encore incapable de se diriger complètement lui-même, maintenir fermement leur autorité. Et s'ils démissionnaient de leur autorité, et par là de leur rôle d'éducateur, comme c'est si fréquent aujourd'hui, l'adolescent ferait toutes les expériences et se corromprait précocement et peut-être définitivement. Donc il faut maintenir fermement l'autorité et discerner dans quel domaine l'adolescent est devenu capable, qu'on lui laisse faire l'apprentissage de sa liberté et de son indépendance, d'une certaine indépendance. Parce que si on maintient l'adolescent comme un enfant, sous tutelle totale, eh bien, on va aboutir, selon son tempérament, soit à en faire un révolté, une attitude, par exemple, d'esprit révolutionnaire chez l'adulte, vient souvent d'une adolescence qui a été soumise à des éducateurs tyranniques, ou soit à en faire un hypocrite, parce que n'osant pas résister en face, et ne voulant pourtant pas plier complètement, eh bien, il se rattraperait en faisant tout en cachette. Et beaucoup restent, à cause de cela, des cachotiers toute leur vie. Ou soit à faire un être sans initiative, sans réaction, un mollusque, qui va subir toutes les influences et risquant même de se laisser pervertir le jour où il se trouverait dans un mauvais milieu. Voilà donc des réflexions utiles à faire en ce qui concerne l'autorité des éducateurs. Nous abordons ensuite, toujours dans la suite, ce qu'il faut pour une éducation complète de l'être humain tout entier. Parce qu'il s'agit de cela. C'est dans tous les domaines que l'enfant doit recevoir de l'éducation tout ce que comporte son développement humain.
Donc c'est pour cela que l'éducation, elle va s'étendre à tous les domaines de l'être humain, sans en négliger aucun, parce que tout ce qu'elle négligerait la rendrait déficiente et gravement déficiente. Exemple, une éducation qui ne s'occuperait que du corps et de la santé. Monsieur et madame veulent faire de leur fils un bel animal bien portant, en négligeant toute vie intellectuelle, morale et spirituelle. Eh bien évidemment, cette éducation serait gravement déficiente. Et il en serait de même d'une éducation qui ne s'occuperait que de la vie intellectuelle, morale et spirituelle, en négligeant le corps et la santé, en laissant l'organisme malingre, par exemple. Donc une éducation qui ne formerait l'enfant que pour la vie en ce monde, et sur le plan naturel, en négligeant sa vocation surnaturelle, sa destination à la vie éternelle serait évidemment gravement déficiente. Pendant l'adolescence, c'est une erreur de beaucoup de parents de réduire l'éducation à préparer l'enfant à gagner sa vie ou à avoir ce qu'ils appellent une belle situation. L'objet essentiel de l'éducation n'est pas là. Il doit toujours être de développer la valeur intérieure et personnelle de l'être humain, et la réussite professionnelle, elle ne doit être que le résultat de cette valeur intérieure et personnelle. Alors cette erreur, elle se manifeste aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais souvent, dans ce qu'on appelle le bachotage, qui ne veut rien d'autre dans la vie d'un adolescent que la préparation à réussir un examen ou un concours qui ouvre la porte de la situation rêvée, alors que la réussite à un examen ou à un concours, elle ne devrait être que le fruit et la consécration d'une valeur intérieure et personnelle authentique. Alors c'est d'ailleurs pour cela qu'il serait peut-être, je ne dis pas absolument, mais qu'il serait peut-être souhaitable qu'on remplace par exemple les examens par la moyenne des notes obtenues pendant toute l'année scolaire, qui permet, semble-t-il, de bien mieux juger de la valeur et des capacités réelles d'un élève, au moins quand il s'agit d'un établissement scolaire dont la qualité des professeurs est suffisamment contrôlée pour qu'on puisse faire confiance à leurs notes. En tout cas, l'oral, quand il est d'une durée suffisante, est souvent la seule forme qui permet de juger un candidat en observant toutes ses réactions. Donc cette erreur du bachotage a d'ailleurs, comme toute erreur, des conséquences qui peuvent être graves. Par exemple, négliger le temps qui doit être donné au sommeil, à la nourriture, à la détente de l'effort intellectuel par de saines distractions, à l'exercice physique, à la vie en plein air. D'où souvent un épuisement nerveux et cérébral qui fera finalement manquer l'examen. Ou négliger tout ce qui est formateur de la qualité de l'intelligence et d'une véritable culture, si ce n'est pas dans le programme de l'examen. Ou la conséquence de cette erreur sera aussi de supprimer toute participation à des groupes, des mouvements, des œuvres, où en ayant à y prendre des responsabilités, l'adolescent formerait son caractère et sa personnalité. Mais on veut, par ce bachotage, former de purs érudits ou de purs techniciens qui seront, dans la vie, incapables de prendre des responsabilités. Et puis, une autre conséquence, ça sera d'exclure, ce qui est le plus grave de tout temps consacré aux études. Et puis surtout, à la formation religieuse.
qui ne font partie du programme d'aucun examen, vous le savez, ce qui risque d'aboutir, suivant les cas, soit au rejet de la foi et de la vie chrétienne, qui ont été insuffisamment cultivés avec toutes les conséquences autres, c'est-à-dire conséquences de déviation morale que cela peut entraîner, et qui risque d'aboutir aussi à la sclérose, dans le formalisme, dans la routine d'une foi et d'une vie chrétienne qui, faute d'avoir été développées pendant l'adolescence, vont demeurer infantiles et sans influence profonde sur la pensée et sur la vie de l'adulte. Alors, nous voici amenés, pour que l'éducation forme tout l'être humain, pour qu'il forme l'être humain, pour qu'elle forme l'être humain tout entier dans tous les domaines, eh bien, on va être amené à examiner comment elle doit développer tout ce que comporte la nature humaine. Alors, j'aborde un premier point que je continuerai la prochaine fois, qui va vous paraître un peu surprenant, parce que c'est un cours presque de biologie, mais c'est le premier point. Après, on verra les autres domaines. Alors, la vie organique et la santé corporelle, il faut en tenir compte dans l'éducation. On a vu qu'il ne s'agissait pas de se limiter à cela, mais on doit en tenir compte. L'éducation, elle doit se préoccuper du développement corporel de l'enfant. Et pour cela, il ne suffit pas de le soigner quand il est malade. Il faut, d'une manière constante, pendant toute sa croissance, une action positive pour promouvoir sa bonne santé par une hygiène de vie qui soit saine, vivifiante, fortifiante. Il ne suffit pas d'appeler le médecin quand l'enfant est malade. Il faut le soumettre à des examens médicaux, parfois réguliers, pour s'assurer de la bonne marche de sa croissance, de son développement, et faire ce qu'il faut pour cela. On connaît le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir ». Si vous ne voulez pas avoir un jeune de 20 ans qui sera complètement... parce que vous n'avez pas fait attention au développement de sa colonne vertébrale, par exemple, eh ben, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. L'action positive pour promouvoir la santé corporelle de l'enfant comporte d'abord de développer sa vitalité. Or, ce qui caractérise la vie organique, en distinguant l'être vivant de l'être inanimé, c'est qu'alors que l'être inanimé se laisse transformer et, le cas échéant, détruire par l'action du milieu extérieur, l'érosion par exemple de la pierre, l'être vivant, lui, il possède la capacité de réagir d'une manière ordonnée, réagir à sa propre conservation, d'où il résulte qu'on développe la vitalité d'un exercice en l'exerçant et en l'entraînant à réagir. Donc on voit par là l'erreur de ce qu'on a appelé d'une manière imagée l'erreur de l'éducation dans du coton, c'est-à-dire de mettre toujours un organisme à l'abri de tous les risques et de tous les dangers, de sorte qu'il n'ait jamais à réagir. Par exemple, se faire vacciner, de ce fait-là, il n'aura plus aucun anticorps. Il ne pourra plus réagir. Donc par là, il perd sa vitalité. Et il ne saura plus réagir quand il le faudra. Donc il est important d'habituer l'organisme à réagir, par exemple, aux variations de température, d'où la valeur vivifiante et fortifiante de ce qu'on a appelé l'hydrothérapie froide. L'eau froide, elle doit provoquer une réaction en faisant rougir. Si elle fait pâlir, il faudra provoquer la réaction et faire rougir en frictionnant.
Alors on fortifie ainsi tous les organismes en les exerçant et en les entraînant à fonctionner. D'où la valeur des exercices physiques, des sports. Et là, on pourrait faire une remarque. Pourquoi ennuyer l'enfant avec toutes sortes de mouvements de gymnastique plus ou moins artificiels, alors qu'un exercice harmonieux de tous les membres peut être obtenu de manière spontanée par tant de sports qui sont des jeux passionnants à l'enfant. Ensuite, une des fonctions fondamentales de la vie organique, c'est la respiration. Et là, je vous laisse respirer jusqu'à mardi prochain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.